Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et place ce matin au débat des sénateurs autour du projet de loi d'orientation des mobilités, un texte qui est débattu au Sénat en première lecture depuis la semaine dernière avec dans l'hémicycle la ministre des Transports Elisabeth Borne. Hier, ces débats ont été l'occasion pour les sénateurs de revenir sur la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires, une limitation qui a été mise en place au 1er juillet 2018, notamment sur l'impulsion de Matignon et qui a focalisé l'attention, voire l'opposition de nombreux élus locaux et d'une bonne partie de la ruralité. Alors hier, les sénateurs ont adopté un amendement signé du sénateur Les Républicains Michel Raison qui attribue la possibilité au président de département et au préfet de revenir sur cette limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. Pour lui, il faut décentraliser ainsi cette limitation de vitesse. Vous allez le voir, hier, il s'est opposé au gouvernement qui demande encore du temps pour pouvoir évaluer l'efficacité de cette mesure. Mais le Sénat a rappelé que le président de la République lui-même, lors de son premier déplacement à l'occasion du grand débat, s'était dit favorable à une application plus intelligente de cette mesure et qu'il n'y avait pas de dogme en la matière. Retour donc au débat hier dans l'hémicycle. Après l'article 15, nous avons deux amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune. Monsieur Durand. Tout d'abord, le 318 rectifié bis présenté par Monsieur Durand. Oui, merci Madame la Présidente. L'amendement vise à permettre sous condition aux maires, au titre de leur pouvoir de police, en matière de circulation, de demander au préfet une application différenciée des limitations de vitesse selon leur dangerosité de route ou de portions de route relevant de leur propre domaine. Merci, chers collègues. Et le deuxième amendement est le 471 rectifié. Il est présenté par Madame Laborde. Merci Madame la Présidente. Nous nous situons en dehors des débats que nous avons déjà pu avoir sur le 80 km/h, puisque le présent amendement vise à offrir une marge de manœuvre supplémentaire aux maires dans la régulation de la vitesse sur le territoire de leur commune, où la vitesse maximale autorisée, comme vous le savez, est fixée à 50 km/h. Or, dans un nombre significatif de communes, il est courant d'observer des portions de voies situées en dehors des zones résidentielles où il pourrait être techniquement possible de rouler à des vitesses supérieures sans dégrader la sécurité routière. C'est notamment le cas de certaines voies assurant la transition avec les routes nationales et départementales, où il est courant de voir des automobilistes être verbalisés alors qu'ils pensaient, de bonne foi, se situer en dehors de la zone réglementée par la commune. Cette situation est souvent rendue complexe par le caractère peu clair de la signalisation sur certaines voies. Pour cette raison, il pourrait être pertinent d'autoriser le maire à édicter des vitesses maximales supérieures sur ce genre de portions, afin de prévenir les éventuels abus. Une telle mesure serait soumise avant son application à l'avis conforme du représentant de l'État, qui pourra au besoin consulter la commission départementale de la sécurité routière sur l'opportunité de relever les vitesses maximales. Je vous remercie. Merci Madame Laborde. Monsieur le rapporteur, avis de la commission. Oui, ces amendements ont déjà été examinés en commission et ont fait l'objet d'un avis défavorable. Ils n'ont pas été adoptés. En effet, les préfets, tout comme les présidents de département et les maires, peuvent, sur les voies dont ils ont la gestion, procéder à un abaissement des vitesses maximales autorisées par le code de la route pour les adapter en fonction de la dangerosité de ces routes. Si les maires et les présidents de département identifient un tronçon dangereux sur le réseau routier national pour lequel la vitesse nécessite, selon eux, d'être abaissée, ils peuvent déjà saisir le préfet de demande en ce sens, sans qu'il soit besoin d'une disposition législative. Tel que rédigé, ces amendements ne changent donc rien à la législation actuelle. En revanche, j'insiste, il s'agit par ces amendements de prévoir la possibilité pour les maires de demander au préfet de relever les vitesses. Je vous invite plutôt à soutenir les amendements 209 et 455 de messieurs Raison et Requier que nous verrons tout à l'heure. Donc c'est donc une demande de retrait, sinon avis défavorable. Merci Monsieur le rapporteur. Madame la ministre, avis du gouvernement. Même avis. Avis défavorable du gouvernement. Madame Laborde. Madame Laborde retire son amendement. Monsieur Durand le maintient. Il le maintient. Il le retire. Donc les deux amendements sont retirés. Nous passons à l'article additionnel après l'article 15 avec deux amendements, pardon. Un amendement et un sous-amendement.
qui font l'objet d'une discussion commune. Donc, et l'amendement 102 rectifié est présenté par Monsieur Loïc Hervé. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est un amendement qui a pour objet d'ouvrir la possibilité à l'autorité en charge de la police, de la circulation et du stationnement à l'intérieur des agglomérations, eu égard aux nécessités en matière de protection de l'environnement, de réserver des emplacements de stationnement pour les véhicules propres ou à faible émission dans l'atmosphère de CO2 ou de polluants. Merci Monsieur Hervé. Alors, Madame la Ministre, pour le sous-amendement. Merci Madame la Présidente. Donc le sous-amendement vise à remplacer finalement les véhicules à faible émission par des véhicules à très faible émission. Donc c'est la même logique que celle que j'ai exposée tout à l'heure. Autant évidemment, quand on met en place des zones à faible émission, il faut prendre en compte la nécessité de laisser ces zones accessibles à tout un chacun. Autant quand on est en train de donner des avantages à l'usage, ces avantages à l'usage, pour être efficaces, doivent être réservés aux véhicules qui ont le plus faible impact écologique et qui, par ailleurs, peuvent en effet être plus coûteux. Donc c'est donc le sens de l'amendement du gouvernement de réserver ces possibilités aux véhicules à très faible émission. Monsieur le rapporteur, sur l'amendement et le sous-amendement. Oui, cet amendement et le sous-amendement, en réalité, sont satisfaits par l'article 15 tel qu'issu des travaux de notre commission et par l'amendement 1036 que nous avons adopté tout à l'heure, amendement de votre rapporteur, qui permet aux maires de créer des places de stationnement pour les véhicules identifiés en fonction de leur niveau d'émissions de polluants atmosphériques. C'est donc une demande de retrait, sinon défavorable, dans la mesure où ils sont satisfaits. Merci Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, nous comprenons que vous êtes favorable à l'amendement sous-amendé. D'accord. Donc nous allons mettre aux voix d'abord le... Monsieur Hervé, que comptez-vous faire sur cet amendement? Prenez le micro, s'il vous plaît. Et Madame la Présidente, je voulais savoir si le gouvernement considère lui aussi que la chose est satisfaite. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous répondre à Monsieur Hervé qui demande si le gouvernement considère que c'est satisfait? Alors en fait, je pense que c'est plus précis dans les amendements qu'on examine maintenant. Tout à l'heure, on parlait d'emplacement, ce qui peut être compris au sens du code de la route comme des voies, et là, on parle de stationnement. Donc je pense que c'est plus précis. Très bien, merci Madame la Ministre. Monsieur Hervé maintient son amendement, ainsi sous-amendé. Je vais donc... Monsieur le rapporteur. Je suis désolé, mais dans l'amendement de tout à l'heure, on modifie le code de la route pour spécifier emplacement également de stationnement. Dans l'amendement que je n'ai pas détaillé en totalité, mais on modifie. Dans le 1036. Dans le 1036. Hein. Donc c'est pris en compte, c'est pour ça que je vous indiquais que je demandais le retrait. Ce que je propose, c'est, si M. Hervé souhaite le maintenir, nous mettons aux voix tout d'abord le sous-amendement présenté par le gouvernement, donc le 1039. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le sous-amendement n'est pas adopté. Et donc maintenant, je mets aux voix l'amendement 102 rectifié qui est pour. Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Alors, nous passons à l'article additionnel après l'article 15 avec un amendement 320 rectifié bis. Il est présenté par Monsieur Durand. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à permettre, sous condition aux conseils départementaux, de procéder à une application différenciée des limitations de vitesse selon la dangerosité des routes du domaine départemental en modifiant la disposition du Code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir de police du président du conseil départemental sur le domaine du département. Merci beaucoup Monsieur Durand. Monsieur le rapporteur, avis de la commission.
Oui, c'est le même avis que tout à l'heure. Les présidents de département ont d'ores et déjà la possibilité d'abaisser, en fonction de la dangerosité des routes, la vitesse. Donc, s'il s'agit de la capacité à augmenter, nous le verrons, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les 2 amendements, notamment celui de M. Raison et notre collègue Requier. Donc, c'est un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Avis du gouvernement ? Même avis. Merci. Nous allons mettre aux voix le 320 rectifié bis avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'amendement 320 rectifié bis n'est pas adopté. Après l'article 15, nous avons 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Nous commençons par le 209 rectifié bis. Il est présenté par Monsieur Raison. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. C'est une sorte d'amendement de cohérence, de double cohérence. De cohérence d'abord avec les travaux du Sénat, puisque je reprends, de façon compatible avec le droit, les conclusions d'un rapport que nous avons fait avec mes collègues Jean-Luc Fichet et Michel Vullien. Cohérence aussi avec un collègue parlementaire, M. Corbizet, qui a déjà fait adopter cet amendement dans une PPL qui risque de ne pas être reprise. Et j'ai vu M. Corbizet qui est évidemment en plein accord avec moi pour qu'on le redépose. Mais vous allez être surprise sur ma deuxième cohérence. C'est une cohérence avec le grand débat et une cohérence avec le président de la République. Parce que le Sénat est là aussi pour apaiser et essayer d'apaiser notre pays. Le Sénat n'est pas là pour faire obstruction au travail du gouvernement ou du président de la République. Et quand je vais vous reprendre les propos du président de la République lors de certains grands débats, je sais, Madame la Ministre, qu'on vous a déjà passé des petits papiers pour donner un avis négatif à mon amendement. Mais lorsque j'aurai lu les déclarations du président de la République, vous allez être favorable à cet amendement. Alors je vous le dis, Monsieur le Président de la République a fait appel aux maires pour faire des propositions sur ce dossier qui fait débat. Et il a dit il faut ensemble que l'on trouve une manière plus intelligente de la mettre en œuvre. Et c'est les propos que j'avais tenus au Premier ministre lorsque je l'ai rencontré avec mes collègues quand on a remis le rapport. Une manière plus intelligente. C'est pas compliqué d'être plus intelligent. Et le Président de la République a ajouté il n'y a pas de dogme. Et il a également dit il faut qu'on fasse quelque chose qui soit mieux accepté et plus intelligent pour éviter qu'il y ait à nouveau des mouvements dans notre pays. Et cet amendement que je n'ai toujours pas détaillé, il est simple. C'est de donner la possibilité aux présidents des conseils départementaux, y compris des maires. Vous savez qu'aujourd'hui, les présidents de conseils départementaux et les maires ont le droit de réduire la vitesse. Mais comme on souhaite que notre pays soit mieux décentralisé, qu'on écoute plus les gens de proximité, il est simple cet amendement. Et je l'ai vraiment fait pour aider le président de la République. On donne simplement la possibilité au président des conseils départementaux de pouvoir augmenter la vitesse. Donc vous voyez, Madame la Ministre, je le vois à votre air, que vous allez être favorable à mon amendement. Merci. Merci. Non. C'est en discussion commune. Il y en a un deuxième. Non, pas tout de suite, Monsieur le rapporteur, pas tout de suite. Il y en a un deuxième en discussion commune. Alors, nous passons maintenant à la présentation d'amendement 455 rectifié bis. C'est Monsieur Roux qui le fait. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Dans le sillage, cette fois-ci, de ce qu'indiquait mon collègue Michel Raison, des débats parlementaires sur l'application de la loi de la question de l'application des 80 km/h, cet amendement vise à rendre l'abaissement de la limitation moins rigide en offrant des marges de manœuvre au préfet et au président du conseil départemental. Alors que la gestion des vitesses maximales autorisées est au cours de la problématique de nombreux territoires enclavés ou périphériques, selon l'expression consacrée, il est critiquable d'avoir fait le choix d'une application uniforme de la règle du 80 km sur l'ensemble du territoire national. Ce choix est d'autant plus problématique que son efficience réelle en matière de sécurité routière est discutable.
Nos voisins allemands appliquent par exemple des vitesses maximales supérieures à celles de la France, tout en comptant moins de morts chaque année sur les routes. La sécurité routière est bien sûr un élément fondamental, mais elle ne peut pas être le critère unique en matière de délimitation de vitesse. L'enclavement des territoires en est par exemple un autre tout aussi fondamental. En conséquence, cet amendement propose de permettre au président du conseil départemental et au préfet de rehausser les vitesses maximales sur les routes départementales et nationales après avis de la commission de la sécurité routière. La mesure envisagée permet ainsi de concilier les impératifs liés à la sécurité et la nécessité d'introduire plus de souplesse dans un règlement souvent trop rigide et aussi plus de proximité. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Avis de la commission, monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements. Alors sur ces deux amendements, je reprendrai volontiers à mon compte le mot de cohérence qu'a employé mon collègue Michel Raison. Il avait noté une double cohérence, moi j'en ai noté une triple. La première, c'est que nous avons, dans le cadre de la proposition de loi de notre collègue Jacques Mézard, qui a eu le temps entre son départ du gouvernement et son arrivée au Conseil constitutionnel de déposer une proposition de loi. Il a été ministre de la cohésion des territoires. Proposition de loi relative au désenclavement des territoires dans laquelle proposition il avait intégré cette disposition. Deuxième cohérence, les travaux réalisés par la commission auquel Michel Raison a fait référence, commission Raison, Fichet et Vuillien, qui avait fait cette proposition. Et puis, troisième cohérence, effectivement, le président de la République, qui le 15 janvier dernier a indiqué être ouvert à des aménagements sur cette notion de 80 km/h. Il ne s'agit pas de laisser faire tout et n'importe quoi dans n'importe quelles conditions localement. Ces amendements proposent que les vitesses puissent être adaptées localement par les préfets et les présidents de département après avis de la commission départementale de la sécurité. Ils vont dans le bon sens, ces amendements. C'est donc un avis favorable de la commission. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, avis du gouvernement. Merci, madame la présidente. Écoutez, j'ai bien en tête la sensibilité de ce sujet et les demandes qui ont été exprimées à la fois par certains élus et par certains Français dans le grand débat. Donc, le président de la République a eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet. Le Premier ministre avait également annoncé qu'il y aurait une évaluation des dispositions mises en place, et en particulier du décret qui a conduit à réduire la vitesse à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles. Donc, dans l'attente à la fois de cette évaluation et de conclusion du grand débat, je propose le retrait, sinon d'avis défavorable. Merci, merci Madame la Ministre. Alors, Ah pardon, qui a demandé la parole? Monsieur Raison a demandé la parole pour explication de vote. Et Monsieur Fouché. Oui, simplement, Madame la Ministre, Madame la Présidente, sur ce dossier, je me suis impliqué pas mal, et comme un certain nombre de gens, d'élus et de Français, qui ont trouvé que le Premier ministre était vraiment entêté. Parce que le ministre de l'Aménagement du Territoire était contre, le président de la République aurait dit, entre guillemets, que c'était une connerie, ça n'a pas été démenti, et le président de la Commission, M. Raison, qui a fait un travail tout à fait extraordinaire, a eu toutes les peines du monde à obtenir des informations de la part du délégué à la sécurité routière, à tel point qu'on se demandait pourquoi on n'avait pas toutes ces informations. Il y avait certainement des choses de cachées sur les expérimentations qui ont eu lieu il y a quelques années et qui n'étaient pas sérieuses. Donc ce qu'on a proposé les uns et les autres, qui permettait au Premier ministre de s'en sortir de façon convenable, c'est effectivement ce que vient de dire notre ami Michel Raison, c'est qu'on fait des réunions avec le préfet ou la préfète. Vous connaissez, madame, vous avez été ma préfète de région et vous étiez tout à fait à l'écoute. Bon, le préfet, le président du département, les maires, associés naturellement les maires, gendarmerie et police, et puis on décide. On dit telle route, aujourd'hui qui est à 80, il faut la mettre à 70 parce que c'est trop. Et telle autre route, on la met à 90. Donc vraiment, cet entêtement du Premier ministre a coûté cher. Il a emmené les gilets jaunes, entre autres. Il a emmené quand même des grosses difficultés dans ce pays. Donc, je crois que les essais qui ont été faits
à la suite de cette décision, ne donne pas de bons résultats, parce que le gouvernement est incapable de donner des expliqués. Par conséquent, je trouve dommage que Madame la ministre ne nous écoute pas. Vous savez que vous avez l'habitude de nous écouter, l'habitude en Poitou-Charentes, alors quand même. Bon, mais je veux dire, je trouve que moi je vote ce qui a été proposé par la Commission et ce qu'a dit Monsieur Raison, parce qu'il faut en terminer avec ça, parce que les Français en ont marre d'être harcelés au niveau de l'automobile. Automobile, vache à lait. Merci, Monsieur Fouché. Nous passons à l'explication de vote de Monsieur Raison. Si, Madame la Présidente, d'abord, merci à la Commission pour son intelligence et pour donner un avis favorable à cet amendement. Mais Madame la Ministre, vous savez l'estime que j'ai pour vous, au-delà de la personne, y compris pour vos compétences. Vous n'avez peut-être pas bien entendu mes propos tout à l'heure. Je vous les remettrai par mail sur le résumé de ce qu'avait dit le Président de la République. Je voudrais faire 3 remarques. La première, c'est qu'il y a déjà eu une expérimentation qui n'avait d'ailleurs pas porté ses fruits avant la mise en place de ces 80 km/h. La deuxième remarque, c'est que si on donne la marge de manœuvre à chaque département de pouvoir moduler cette vitesse, on va démultiplier l'expérimentation. Parce qu'il y a des départements un peu frileux qui vont laisser l'ensemble de ces routes à 2 fois 2 voies sans séparation à 80 km/h, et on va voir des départements avec des présidents moins frileux, pas forcément dans les zones les plus froides d'ailleurs, qui vont oser mettre un certain nombre d'itinéraires, pas toutes les routes, parce qu'ils connaissent leur terrain, et le préfet connaît ce terrain aussi, à 90 km/h. Et la dernière remarque que je souhaiterais faire, c'est que nous sommes ici les représentants des élus des territoires, et ils nous l'ont demandé, donc on fait notre travail. Et ce qu'ils souhaitent surtout, ces élus, c'est qu'on leur fasse confiance. Donc le fait d'accepter cet amendement, c'est faire confiance aux présidents de conseils départementaux qui ne feront pas n'importe quoi avec l'augmentation de la vitesse. Et c'est cette confiance qui a manqué. Cet excès d'ailleurs, peut-être, vous pourriez le dire d'ailleurs au président de la République, de vouloir un peu tout diriger lui-même. On a intérêt, lorsqu'on est responsable d'un pays ou responsable d'une entreprise, de déléguer quelque peu les missions. Et lorsqu'on additionne les intelligences, lorsqu'on additionne les initiatives, une entreprise va mieux, mais un pays aussi. Et c'est peut-être cela dont on souffre en ce moment. Donc j'encourage pour ça, mais je n'ai aucun doute, un vote à la quasi-unanimité. Je dis à la quasi parce que je vois M. Patriat un peu dubitatif, mais c'est normal. Il a quelques notions de fidélité par rapport à ceux qu'il a soutenus, mais je sais qu'au fond de lui-même, il souhaiterait bien que cet amendement soit voté. Merci, Monsieur Raison. Nous allons maintenant mettre aux voix l'amendement 209 rectifié bis présenté par Monsieur Raison avec un avis favorable de la Commission, défavorable du gouvernement. Monsieur Boucher a demandé la parole, pardon. Je l'avais demandé depuis longtemps, Madame la Présidente, non, pas tellement, Madame la Ministre. Je crois que Michel Raison a évoqué tout à l'heure des expériences sur le plan national. J'ai été maire de Tel-Hermitage, n'est-ce pas? Et entre Tel-Hermitage et Valence, il y a eu la Nationale 7 qui a été le lieu d'expérience pendant 2 ans. J'ai demandé beaucoup le nombre d'accidents et le nombre de morts, malheureusement, sur cette portion de route. À un moment donné, on ne me l'a pas donné, mais je peux vous dire que, d'après la gendarmerie et d'après mes sources, eh bien, il y a eu beaucoup plus d'accidents et beaucoup plus, malheureusement, donc de décès sur cette tranche de à peu près 30 km. Donc voilà, je voulais tout simplement témoigner, puisque je suis bien sûr donc concerné de par mon territoire, et que je soutiens bien évidemment donc mon collègue Michel Raison, parce que c'est aberrant sur une ligne droite de 20 km de rouler à 80 km à l'heure. La preuve, c'est qu'il n'y a eu plus d'accidents. Je vous remercie. Merci, monsieur. Alors, il n'y a plus d'explication de vote?
Je vais donc mettre aux voix cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 209 rectifié bis est adopté. Le 455 rectifié bis tombe puisque satisfait. Voilà, les sénateurs ont donc assoupli la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires en attribuant la possibilité aux présidents de département et aux préfets de pouvoir revenir sur cette limitation. Vous l'avez vu, cela s'est fait contre l'avis du gouvernement. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a jugé qu'il fallait attendre les conclusions du grand débat, mais aussi l'évaluation de la limitation à 80 km/h dans 2 ans, comme cela a été prévu dans le dispositif initial. Je vous rappelle que cette disposition a lieu seulement depuis le 1er juillet 2018. Place à présent à d'autres débats des sénateurs à l'occasion de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités. Des débats qui ont lieu plus particulièrement sur les questions des nouvelles mobilités, ces trottinettes électriques ou encore ces vélos en libre service, en free floating comme on le dit, qui n'ont donc pas de bornes qui les rattachent dans les villes. Eh bien pour les sénateurs, il faut absolument encadrer l'utilisation de ces vélos en soumettant leur mise en place à un régime d'autorisation préalable. Retour donc au débat hier dans l'hémicycle. Et nous passons maintenant à une série de 13 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Et nous commençons par l'amendement 932 présenté par le gouvernement, enfin par Madame la ministre pour le gouvernement. Merci Madame la Présidente. Alors effectivement, cet article 18 est important et même très important puisqu'il vise à accompagner le développement de nouveaux services. Alors on peut avoir en tête des vélos, des trottinettes, des scooters électriques, mais aussi demain des voitures autonomes en libre service. Donc à accompagner ce développement tout en anticipant les impacts sur les autres modes de transport, les enjeux de fluidité des déplacements sur la chaussée comme sur les trottoirs et la gestion des espaces publics. Et puis il faudra aussi prendre en compte la situation des travailleurs qui fournissent ou qui contribuent à fournir ces services, qui ne sont en général pas des salariés, mais qui doivent néanmoins bénéficier de droits, et c'est l'objet de l'article 20. L'objectif du gouvernement avec cet article est de parvenir à un équilibre à la fois entre des prérogatives des collectivités compétentes sur la voirie, et donc celles qui ont les prérogatives de circulation et de stationnement, et les prérogatives des autorités organisatrices de la mobilité, et puis également entre la liberté d'entreprendre, l'innovation et le respect de l'intérêt général. Le texte adopté par la Commission introduit un régime d'autorisation préalable pour les opérateurs dits en free floating, adossé à la mise en place d'une redevance d'occupation temporaire du domaine public par engin ou par véhicule. Le texte prévoit que les collectivités, au titre de leurs compétences sur la voirie, mettent en place ces régimes après consultation des autorités organisatrices de la mobilité concernées. Je pense que c'est un apport positif du débat qui clarifie le fait qu'il y a une occupation du domaine public pour certains services de mobilité, dits sans station d'attache, dont les engins ne sont pas stationnés sur des emplacements spécifiques. Par ailleurs, je suis convaincue que le rôle des collectivités propriétaires du domaine public est essentiel dans le dispositif. Néanmoins, je voudrais souligner plusieurs difficultés. Je ne pense pas, d'une part, que l'instauration systématique d'un régime d'autorisation préalable soit adaptée. Certaines collectivités pourraient simplement souhaiter définir un ensemble de règles, un cahier des charges à respecter, sans avoir une procédure administrative d'autorisation, voire de sélection, ce qui est la règle de droit commun dès lors qu'il y a autorisation d'occupation du domaine public. Et par ailleurs, je suis également convaincue que l'autorité organisatrice doit jouer un rôle plus central dans le dispositif, notamment pour les services qui n'utilisent pas le domaine public, au-delà des places de stationnement déjà disponibles. Donc nous poursuivrons la concertation en tenant compte des orientations du Sénat pour construire un dispositif qui donne toute leur place aux autorités organisatrices et aux communes, chacune sur leur champ de compétences, qui donne de la souplesse afin d'éviter des procédures administratives coûteuses tant pour les acteurs économiques que pour les administrations, et également qui facilite le développement des nouveaux services en tenant compte des problématiques de sécurité, de stationnement, d'aménagement urbain et en évitant la fragmentation des règles.
En attendant le résultat de ce travail qui est engagé et qui se poursuit avec les acteurs, le Gouvernement propose donc le retour à la version initiale du texte, plus proche de cet objectif, sans pour autant nier l'apport de la commission. Le débat qui s'engage va nous permettre d'échanger sur ces orientations. Merci Madame la Ministre. Nous passons à l'amendement 888 rectifié. Monsieur Corbizet. Oui, merci Madame la Présidente. Le texte de la Commission a ouvert la possibilité aux EPCI et aux communes de mettre en place un régime d'autorisation préalable pour les opérateurs de free floating, notamment en passant par une liste de prescriptions relatives aux caractéristiques des engins, aux mesures prises en matière de règles de circulation ou de retrait des véhicules défaillants. Cet amendement propose d'aller plus loin que le système d'autorisation préalable en mettant en place un dispositif de délivrance de licences d'exploitation pour les plateformes de véhicules en partage. Cette licence délivrée par les EPCI et les communes sur toute ou partie de leur ressort territorial serait soumise à un renouvellement annuel sur demande de l'opérateur. Du fait du caractère fortement concurrentiel de ce marché et de son évolution rapide, il est en effet pertinent d'instaurer une forme de clause de revoyure afin d'inciter les collectivités à se pencher régulièrement sur cette question et à sélectionner les opérateurs les plus pertinents en la matière. Je vous remercie. Monsieur Corbizet, la parole à Monsieur Marchand pour l'amendement 816. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, si un encadrement efficace des nouvelles offres de transport non définies actuellement dans le Code de la route ou des transports est nécessaire, il ne s'agit pas, cela a été dit, de brider cette innovation, mais bien de l'accompagner. C'est pourquoi les AOM pourront établir des prescriptions minimales, au travers d'une charte notamment, que les opérateurs des nouveaux services de mobilité devront respecter sous peine de sanctions. Elles pourront s'emparer du sujet, si elles le souhaitent, sans freiner le développement des opérateurs et des nouveaux services de mobilité. C'est le sens de cet amendement. Merci Monsieur Marchand. Monsieur Carucci pour l'amendement 317 rectifié. Oui, il s'agit simplement, Madame la Ministre, Madame la Présidente, de préciser que les deux roues motorisées électriques qui sont déjà sous la réglementation du Code de la route ne doivent pas subir deux réglementations différentes et que par conséquent, il faudrait rajouter l'article et n'étant pas immatriculé, puisque par définition, les deux roues motorisées électriques sont immatriculées, donc il faut extraire les véhicules immatriculés de l'application de cet article. Merci Monsieur Carucci. La parole est à Monsieur Pelva pour l'amendement 714. Madame la Ministre, Madame la Présidente, Madame la Ministre, c'est un amendement qui est similaire à celui qui a été déposé par Roger Carucci, mais qui a une rédaction plus précise en ajoutant au sens du Code de la route. Voilà. Merci Monsieur Pelva. La parole est à Madame Vullien pour l'amendement 397 rectifié bis. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, on vient de parler effectivement de cet article 18 qui offre la possibilité aux communes et aux EPCI de soumettre les services de partage de véhicules en libre service et sans station d'attache à un régime d'autorisation préalable. Il liste pour ce faire une série de prescriptions exclusives dont ne peuvent se départir les autorités compétentes, alors même que cette liste pourrait se révéler inadaptée sur certains territoires en raison de spécificités locales. Le présent amendement propose donc de laisser le soin aux collectivités de définir quelles prescriptions elles souhaitent édicter afin d'adapter au mieux l'offre proposée aux besoins en mobilité de la population, tout en respectant le partage équitable et harmonieux de l'espace public, en n'oubliant pas les plus fragiles et ne donnant pas une image d'anarchie et de ville mal tenue. Je vous remercie. Merci Madame Vullien. Nous passons à l'amendement le 563 rectifié. C'est Monsieur Ménonville qui le présente. En fait, Madame la Présidente, il s'agit du même, donc il est défendu. Merci Monsieur Ménonville. Il en est de même pour Monsieur Husson. On considère qu'il est défendu, le 1007 rectifié. C'est merveilleux. Alors ensuite, donc nous passons maintenant au 971 rectifié bis et lui il est présenté par Monsieur Carucci. C'est un amendement de mon inestimable collègue Philippe Pemezec qui précise naturellement, Madame la Ministre, Madame la Présidente, que les données issues des opérateurs des engins utilisant libre service doivent être complétées par des données en temps réel pour permettre l'analyse fine des pratiques et l'adaptation des politiques publiques de la gestion de la voirie. Merci Monsieur Carucci. La parole à Monsieur Mouillet peut-être pour le 207 rectifié bis.
Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Cet amendement a pour objet de réaffirmer l'impératif d'accessibilité de la voie publique pour les personnes à mobilité réduite, dont la mobilité est souvent entravée par le stationnement sauvage de divers véhicules. Nous le constatons d'ailleurs ici aux abords du Sénat. Il apparaît donc indispensable de les mentionner explicitement dans les autorisations préalables qui seront notifiées aux sociétés d'exploitation de ces véhicules. Et cette précision me semble importante. Merci Monsieur Moulier. La parole à Monsieur Carucci de nouveau pour le 236 rectifié. Le roi du free floating. Madame la Présidente, Madame la Ministre, oui, non, je ne veux pas en faire trop, Jean-François. Bon, un peu d'ordre. Comment ça, il n'a pas d'attache? N'écoutez pas, Madame la Présidente. Ces gens sont de très mauvaise compagnie. Donc, cet amendement consiste simplement, puisqu'il y a un encadrement de la publicité possible autour des véhicules liés au free floating, cet amendement précise seulement que, naturellement, il faut quand même pouvoir faire de la publicité sur les services eux-mêmes, parce que même si on n'utilise pas les éléments pour faire de la publicité comparative sur quoi que ce soit, il faut bien que les services eux-mêmes soient connus. Donc, publicité possible pour le service lui-même. Merci. Nous passons au 662 rectifié. Il est présenté par Monsieur Jacquin. Monsieur Houllegatte. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Au titre des prescriptions, nous voulons attirer l'attention sur un fait particulier. En effet, donc les nouveaux opérateurs de transport de voyageurs peuvent déployer leurs services là où bien évidemment la demande est la plus forte et je dirais la plus lucrative. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'écrémage qu'on a bien connue en matière de déploiement notamment des services numériques. Cependant, ils peuvent négliger certains secteurs, certains périmètres qui sont couverts par l'autorité organisatrice de la mobilité. Donc nous proposons donc d'instaurer un dialogue entre cette autorité organisatrice de la mobilité et l'opérateur quant au périmètre du déploiement du service de façon à couvrir par exemple l'ensemble du périmètre de la commune. Cette redevance d'exploitation pourra ainsi être modulée en fonction de la couverture de la zone que l'opérateur couvrira effectivement. Merci Monsieur Houllegatte. Nous terminons par l'amendement présenté par Monsieur Mandelli au nom de la Commission de l'aménagement du territoire. Oui, il s'agit, Madame la Présidente, d'un amendement de conséquence par rapport aux modifications que nous avons adoptées en commission, visant à donner aux collectivités détentrices du pouvoir de la circulation et du stationnement la possibilité de mieux réguler ces fameux engins. Merci beaucoup, Monsieur Mandelli. Eh bien, nous avons terminé cette série de présentations, donc vous pouvez maintenant rendre vos avis sur l'ensemble de ces amendements. Voilà, le nombre d'amendements sur le sujet témoigne de l'intérêt que vous portez et que chacun d'entre nous et des collectivités porte à cette question. La position de la Commission et le texte tel que vous l'avez lu traduit en fait le travail bien sûr issu des auditions avec les différents acteurs, que ce soit les collectivités ou les acteurs de ces mobilités. Nous avons tenté bien sûr de trouver un équilibre, comme sur tous les autres sujets, en intégrant bien sûr la faculté pour les collectivités de mettre en œuvre cette autorisation préalable. C'est facultatif, évidemment, si elle veut laisser totale liberté, elle pourrait le faire. Nous avons, y compris au niveau des critères, laissé à la collectivité le choix de les déterminer dans la liste que nous avons fournie. Et puis, on y voyait également un effet de simplification pour les acteurs des mobilités. On pourrait imaginer qu'à partir de territoires voisins, qu'un cahier des charges d'une collectivité soit complètement différent de la voisine, etc. Et dans un souci de développement aussi de ces activités, à condition qu'elles soient encadrées, nous souhaitions simplifier aussi pour les acteurs la lecture des cahiers des charges et leur éventuelle harmonisation. S'agissant de l'amendement présenté par le gouvernement, alors il répond évidemment au développement de ces services. C'est l'article du projet de loi. Toutefois, la rédaction initiale de cet article, à laquelle vous souhaitez revenir par cet amendement, Madame la Ministre, est très insuffisante. En effet, les prescriptions qui pourraient être fixées par les autorités organisatrices seraient très limitées, puisqu'elles ne pourraient concerner que la transmission d'informations sur les flottes de véhicules, ainsi que les mesures à prendre par les opérateurs pour s'assurer du respect des règles de circulation et de stationnement et pour retirer les véhicules hors d'usage. Toutes les collectivités que j'ai pu rencontrer avec un certain nombre d'entre vous, membres de la commission, demandent des pouvoirs de régulation plus importants. Nous n'allons pas jusqu'à
accéder à la totalité de leurs demandes. Mais c'est pourquoi en commission, nous avons sensiblement renforcé leurs compétences en leur permettant de soumettre les opérateurs à un régime d'autorisation préalable que j'évoquais et à des obligations portant, entre autres, en plus de ce que vous proposez, sur le nombre maximal d'engins pouvant être déployés et sur les caractéristiques de ces engins, ainsi que sur le paiement de redevances d'occupation du domaine public. Donc on laisse aux collectivités le soin de déterminer le nombre, etc. C'est pour ça que j'y reviendrai tout à l'heure sur l'amendement par rapport aux scooters. Mais je termine en disant que vous travaillez à l'élaboration d'un texte équilibré avec les acteurs. Nous aurions évidemment préféré que dès maintenant cet amendement traduise le résultat de ces discussions. En l'état, vous comprendrez que la Commission n'a pu donner qu'un avis défavorable à cet amendement. Et nous restons sur la position de la Commission. Concernant le 888, de M. Corbizet. Cet amendement vise à soumettre les opérateurs à des licences d'exploitation. Il est donc satisfait par la rédaction de l'article 18 issu des travaux de commission. En revanche, il supprime la possibilité pour les collectivités de fixer des prescriptions aux opérateurs relatives au niveau d'émission de polluants atmosphériques des véhicules déployés. Donc, je préfère donc en rester à la rédaction issue de la commission. Ce sera donc un avis défavorable pour celui de M. Marchand. Comme l'amendement 932 du gouvernement, celui-ci entend revenir à la rédaction initiale du texte en ne conservant que quelques-unes des modifications introduites en commission. C'est par conséquent un avis défavorable. Nous restons sur le texte de la commission. Sur l'amendement 317 rectifié de notre collègue Roger Carucci, et ce sera également le même avis pour le 714. Le régime que nous avons introduit en commission vise à mieux réguler les véhicules et les engins de free floating. Il ne s'agit pas de les soumettre à une réglementation supplémentaire par rapport au code de la route, mais à s'assurer qu'ils respecteront bien les règles de circulation et de stationnement qui sont définies par les collectivités. Ce régime plus simple d'autorisation doit permettre par ailleurs aux collectivités de pouvoir maîtriser le nombre de véhicules qui sont déployés dans les agglomérations pour éviter les situations qui ont pu se produire dans lesquelles des milliers d'engins sont déployés. Ça a été le cas à Bordeaux, par exemple, sans accord préalable de la commune concernée. C'est donc un outil de régulation qui est donné aux collectivités, qui doit, à mon sens, pouvoir s'appliquer à tous les véhicules et engins de free floating, qu'ils soient immatriculés ou non. Ça peut aussi sécuriser un opérateur qui a une autorisation d'exploiter avec la collectivité et qui verrait dans ce cas le nombre peut-être défini, et ce qui empêcherait la multiplication d'opérateurs sur un même type de produit dans la même collectivité. Donc c'est un avis défavorable aux amendements 317 et 714. Concernant le 397 rectifié bis de notre collègue Michèle Vullien, en commission, nous avons, je le répète, essayé de trouver un équilibre en renforçant substantiellement les pouvoirs de régulation des collectivités vis-à-vis des opérateurs, sans empêcher le développement de ces services qui peuvent être utiles en termes de mobilité. Ces amendements permettent aux collectivités de soumettre les opérateurs de free floating à toute prescription qu'elles jugeraient utile. Cela pourrait conduire à décourager, voire empêcher le développement de ces services si les prescriptions fixées sont contradictoires d'une commune à l'autre, c'est ce que j'évoquais dans mon propos introductif, ou si elles sont trop importantes pour pouvoir être respectées par les opérateurs. Je propose donc d'en rester à la rédaction issue des travaux de la commission qui fixe la liste des prescriptions que les collectivités pourront mettre en place et qui répond, je crois, aux préoccupations qui nous ont été exprimées par les collectivités. C'est donc un avis défavorable aux amendements 397, 563 et 1007. Concernant le 971 rectifié bis qui a été présenté par notre collègue Roger Carucci, c'est et qui concerne... cet amendement est déjà satisfait par l'article 9 qui prévoit que les données sur la localisation des engins disponibles devront être ouvertes et accessibles pour les autorités organisatrices. Donc, satisfait par l'article 9. Sur le 207 rectifié bis de notre collègue Philippe Mouillet, il s'agit d'une précision intéressante, pertinente, compte tenu de la gêne que peuvent poser les engins mal stationnés pour les personnes à mobilité réduite. C'est donc un avis favorable à cet amendement. Sur le suivant de notre collègue Roger Carucci, concernant la publicité sur les engins de free floating, effectivement, on n'a pas autorisé les engins à être porteurs de publicité, mais il apparaît cohérent effectivement que pour leur propre service et pour les signaler, la publicité sur ces engins les concernant soit autorisée. C'est un avis favorable à cet amendement.
pour l'amendement 662 de notre collègue Olivier Jacquin. C'est un avis défavorable car l'ajout qui est proposé et qui concerne la possibilité pour les collectivités de définir le périmètre d'exploitation des opérateurs est satisfait par le quatrième alinéa de l'article qui mentionne les conditions de déploiement des véhicules ou engins de free floating. Donc c'est une demande de retrait, sinon avis défavorable. Voilà, je crois avoir fait le tour de l'ensemble des amendements. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, madame la ministre. Donc vous avez maintenant l'avis du gouvernement à remettre sur l'ensemble aussi des amendements. Merci madame la présidente. Alors sur l'amendement 888, en fait, il est dans la même logique que que le texte adopté en commission, en remplaçant l'autorisation par une licence qui devrait être annuelle. Moi, je pense que ça risque de compliquer encore davantage. Donc, je propose le retrait, à défaut avis défavorable. Sur l'amendement 816, donc il reprend la philosophie de l'amendement du gouvernement dont j'ai indiqué qu'il devrait être complété pour prendre en compte les travaux de la commission. Donc, a priori, avis favorable. Sur l'amendement 317, je pense que ça pointe bien, en fait, la nécessité d'une régulation dans deux champs. Je pense que vous avez voulu, monsieur le sénateur, exclure de la redevance les scooters qui seront déjà sur des places de stationnement, sans doute déjà soumis à redevance. Donc, sans doute, on devrait exclure de faire de la double redevance, mais pour autant, il reste quand même un enjeu de régulation, pour le coup sans doute davantage par l'autorité organisatrice, et je ne pense pas que le seul fait d'être immatriculé devrait conduire à échapper à toute régulation par l'autorité organisatrice. Donc avis défavorable. C'est la même chose pour l'amendement 714. Sur les amendements 397, 563 et 1007, je pense qu'on doit, sous peine d'incompétence négative de la loi, définir le champ des prérogatives de la collectivité. Donc, avis défavorable. Sur le 971, c'est le même sujet. Effectivement, je pense qu'on doit spécifier sur quel champ la collectivité ou l'autorité organisatrice peut intervenir. Donc, avis défavorable. S'agissant, en tout état de cause, des données, de la mise à disposition des données, c'est déjà couvert par l'article 9. Sur l'amendement 207, c'est en effet un enjeu très important, en fait. Je pense que c'est un des enjeux majeurs sur lequel l'ensemble des personnes fragiles qui souhaitent utiliser tranquillement les trottoirs peuvent aujourd'hui attendre qu'on régule mieux ces nouveaux services. Donc, avis favorable. Sur la possibilité de porter le logo, l'amendement 236, avis favorable. Sur la question du périmètre d'exploitation et la possibilité de moduler la redevance, je pense que c'est un enjeu important qui ne va pas de soi d'un point de vue juridique, de savoir si on peut moduler a posteriori une redevance en fonction de la couverture, mais c'est un point sur lequel nous allons effectivement travailler pour regarder si c'est juridiquement possible. Je propose le retrait en attendant. Et sur l'amendement du rapporteur, par cohérence, sagesse. Merci, madame la ministre. Eh bien, il n'y a pas d'explication de vote. Je vais mettre aux voix. Alors, monsieur Corbizet. Retrait du 888 est retiré. Pas d'autres demandes de retrait. Donc, nous allons commencer par la mise aux voix de l'amendement 932 qui a été présenté par madame la ministre, qui a un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 932 n'est pas adopté. Nous passons au 816 présenté par monsieur Marchand avec un avis défavorable de la commission, favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cet amendement n'est pas adopté. L'amendement 317 rectifié présenté par monsieur Carucci. Explication de vote de monsieur Carucci. Non, madame la présidente, je vais le retirer sous couvert de l'explication du rapporteur de la commission et
surtout, je dois le reconnaître, sous couvert de l'explication de Madame la Ministre, puisque le problème de la double redevance serait absolument inacceptable, mais je comprends très bien que ça ne doit pas échapper effectivement aux contrôles effectués. Donc, je le retire au bénéfice du fait que, naturellement, il faudra que dans le débat parlementaire figure le fait que, évidemment, il n'y a pas de double redevance possible. Monsieur Karoutchi, l'amendement 317 rectifié est donc retiré. Amendement 714, Monsieur Pelva, il est retiré, vous? Il est retiré, le 714. Oh, pardon. Le 397 rectifié bis, le 563 rectifié bis et le 1007 rectifié bis, qui sont 3 amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ces 3 amendements ne sont pas adoptés. L'amendement 971 rectifié bis, Monsieur Karoutchi. Sur les propos du rapporteur de la Commission qui dit que c'est satisfait par l'article 9, je le retire. L'amendement 971 rectifié bis est retiré. Merci Monsieur Karoutchi. Le 207 rectifié bis, présenté par Monsieur Mouillet avec un avis favorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 236 rectifié présenté par Monsieur Karoutchi avec un avis favorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 236 rectifié est adopté. Le 662 rectifié. Alors, Monsieur Houlgate, si l'on considère que le périmètre est englobé dans les conditions de déploiement, donc à l'alinéa 4, et que la modulation peut être une piste de travail, dans ce cas-là, nous retirons cet amendement. Eh bien, écoutez, c'est entendu. Donc, le 662 rectifié, qui était présenté par Monsieur Houlgate, est retiré. Le 1025, qui est l'amendement de Monsieur Mandelli, au nom de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui a une sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 1025 est adopté. Je mets aux voix l'article 18 qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 18 est adopté. À l'article 20, avec pour commencer 3 amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune. Alors, l'amendement 161 pour commencer, présenté par Madame Brulin. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, comme nos collègues l'ont proposé en commission, nous souhaitons la suppression de cet article. Celui-ci, vous le savez, reprend l'article 66 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, introduit en séance publique par le rapporteur de l'Assemblée nationale, puis censuré par le Conseil constitutionnel qui l'a considéré comme un cavalier législatif. Cet article reprend donc une disposition de la loi liberté de choisir son avenir professionnel qui prévoyait que les plateformes puissent établir une charte déterminant les conditions et les modalités d'exercice de leurs responsabilités sociales, définissant leurs droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elles sont en relation. Nous considérons qu'une telle charte, qui, rappelons-le, ne serait que facultative, est évidemment largement insuffisante pour garantir pleinement les droits des travailleurs ultra précaires qui sont surexploités par ces plateformes. Et, Madame la Ministre, vous venez de nous décrire un paysage idyllique dans lequel des jeunes, la plupart du temps, rêveraient de ne plus être salariés et de recourir au travail via ces plateformes. Ce paysage relève plus du mirage que d'autre chose, puisque précisément, il y a un certain nombre d'entre eux qui ont recours à la justice pour faire requalifier leur contrat. Je pense par exemple à la décision de la Cour de cassation qui, en novembre 2018, a estimé que les livreurs à vélo de Take It Easy devaient être salariés car ils sont dans un lien de subordination par rapport à la plateforme, ou encore plus récemment à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 2019 qui a requalifié le contrat liant un ancien chauffeur VTC à la société Uber en contrat de travail, jugeant là aussi qu'il existait un faisceau d'indices suffisants caractérisant le lien de subordination
et renvoyons donc l'affaire devant le Conseil des prud'hommes. Or, si nous adoptions cet article en l'état aujourd'hui, nous empêcherions ces salariés de faire entendre justice comme les deux exemples que je viens de citer. Nous proposons donc la suppression de cet article et la seule solution de reconnaître les droits de ces travailleurs, c'est évidemment le salariat qui n'a absolument rien de déshonorant, mais qui est la meilleure manière de protéger les travailleurs dans ce pays. Je vous remercie. Merci Madame Brulin. La parole est à Madame de Cidrac pour l'amendement 232 rectifié. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. L'article 20 permet l'établissement à titre facultatif, cela a été rappelé, d'une charte précisant les contours de la responsabilité sociale des plateformes. Il ne me semble pas opportun de légiférer sur un dispositif facultatif qui, en l'état, semble avant tout sécuriser les plateformes. De surcroît, le contenu de charte sera rédigé par ces dernières qui sauront utiliser le cas échéant les subtilités rédactionnelles au détriment des chauffeurs. Au surplus, les plateformes s'appuient déjà sur un règlement intérieur que les chauffeurs doivent accepter et respecter. Dès lors, il est préférable de ne pas alourdir inutilement le texte avec un dispositif facultatif, cela a été rappelé à plusieurs reprises, et tout simplement de supprimer cet article. Chers collègues, je vous invite à voter cet amendement. Merci, chers collègues. Nous passons à l'examen de l'amendement 574 rectifié bis. Monsieur Dagbert. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Inutile de vous dire que mon expression sera fidèle à l'expression que nous venons d'entendre de la part de nos collègues, c'est-à-dire nous demandons la suppression de l'article 20 qui reprend le principe d'une charte facultative dont, Madame la Ministre, vous nous avez dit que ça pouvait être considéré comme étant un premier pas. Nous redoutons fortement que ce soit le seul pas qui soit concédé en la matière. En effet, face au risque avéré de requalification des prestations des travailleurs indépendants de ces plateformes en salariat, comme c'est le cas actuellement devant différents tribunaux en France et à l'étranger, du fait du lien de subordination qui lie les livreurs ou les VTC à ces plateformes, de mise en relation avec leurs clients, cette mesure non contraignante de sécurisation est tout à fait relative juridiquement, puisqu'un travailleur indépendant peut toujours tenter une action individuelle devant les prud'hommes. Surtout, elle aboutit à un dévoiement du Code du travail par l'instauration d'un dispositif ad hoc pour les plateformes facultatif. En quelque sorte, nous sommes dans un dispositif de protection de ces individus que je qualifierais de Canada Dry, puisque certains ont droit au Code du travail et puis eux, ils auront droit à cette convention facultative, cette charte facultative. Par conséquent, nous estimons que même s'il faut considérer que c'est un pas, nous ne sommes pas prêts à le franchir. Les plateformes ont détourné le statut d'auto-entrepreneur pour échapper au salariat. Or, ce qui détermine le salariat, ce sont les conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie. Et même si vous dites on ne peut pas faire du salariat avec des gens qui ne souhaitent pas ce statut, je l'entends, mais il nous faut être inventifs pour les protéger d'un certain nombre de risques. Ils ont été énumérés par les collègues, je n'y reviendrai pas, mais il faut peut-être même les protéger contre un certain nombre de risques, même s'ils ne les ont pas forcément identifiés au moment où nous parlons. Merci Monsieur Dagbert. La parole est à Monsieur Mandelli pour l'avis de la Commission sur ces amendements. Oui, mais Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, sur cet article 20, je dois vous avouer qu'entre le mois de novembre, date à laquelle nous avons reçu le projet de loi, et aujourd'hui, ma position et la position de la Commission ont évolué. Dans un premier temps, premier réflexe, quand on a effectivement lu que c'était la mise en place d'une charte facultative, nous nous sommes dit, déjà une charte obligatoire, ça n'a pas une grande valeur normative, alors une charte facultative, ça l'est encore moins. Et puis, donc, on était plutôt enclin à donner un avis défavorable et à supprimer cet article. Ensuite,
On a regardé les deux autres volets, qui étaient le principe de l'abondement par la plateforme du compte personnel de formation du travailleur et l'extension du droit d'accès, pour le troisième point, à la formation professionnelle continue, à la prise en charge de la contribution à la formation professionnelle par la plateforme et à la validation des acquis d'expérience à tous les travailleurs concernés sans condition de chiffre d'affaires. Donc c'était effectivement, nous l'avions considéré comme un progrès, un pas vers quelque chose d'un peu plus cohérent pour protéger évidemment les personnes. Mais cet article, en réalité, n'est ni suffisant, ni de nature à régler la véritable difficulté que pose la jurisprudence récente de la Cour de cassation ou de la Cour d'appel de Paris, lorsqu'elle requalifie en contrat de travail la relation qui lie les travailleurs aux plateformes. Certains sont estampillés, identifiés, avec un blouson qui porte la marque de l'entreprise. On peut regretter, nous, ce que nous souhaitons, pour résumer, c'est une réforme plus globale, qui relève d'ailleurs du droit social, visant à définir un statut spécifique et des droits spécifiques pour ces travailleurs afin de sortir du flou juridique insécurisant pour tous les acteurs, y compris les clients d'ailleurs. C'est d'ailleurs ce que montrent les 3 amendements de repli de notre collègue Olivier Jacquin. Des négociations sont effectivement en cours. On a vu également dans le cadre de la loi Avenir professionnel en 2018 un certain nombre d'éléments et notamment cet article relatif à la charte. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce que vous propose la Commission, c'est un avis favorable donc aux amendements de suppression et défavorable aux 3 suivants. Un avis favorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Moi, je suis bien sûr défavorable aux amendements de suppression. Je pense qu'il faut prendre acte du fait que, en effet, certains des travailleurs de ces plateformes ont pu souhaiter une requalification, mais je peux vous assurer que je passe un certain temps avec ces travailleurs, notamment dans le domaine des VTC ou dans d'autres domaines, et que, de façon vraiment très majoritaire, les travailleurs de ces plateformes ne souhaitent pas le salariat. Ils ne souhaitent pas le salariat parce qu'ils veulent avoir la liberté sur la façon dont ils organisent leur temps. Et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas un statut de salarié qu'il faut les priver des droits qui sont prévus dans cet article 20, notamment en termes de droit à la formation. Donc je pense qu'il nous faut inventer des droits pour des travailleurs de plateformes qui ne veulent pas être des salariés. C'est aussi un modèle qu'il faut accepter et je pense que sinon, le résultat, c'est qu'on les prive tout simplement de tout droit. Donc moi, je suis bien consciente qu'on doit encore... Non, je suis en train de dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas être salariés, Madame la Présidente. Il y a des gens qui ne veulent pas être salariés, y compris des gens, vous voyez, qui ne veulent même pas du statut de salarié tel qu'on peut l'avoir à la RATP. Donc je pense que voilà, ces gens ont le droit de travailler. Ces gens ont le droit de travailler et notre devoir, je pense, est de leur proposer des règles pour effectivement leur donner un droit à la formation et aux garanties qui sont prévues dans cette charte. Moi, je ne peux pas laisser dire qu'on irait à l'encontre des décisions de la Cour de cassation. Ce qui est juste précisé dans cet article, c'est que le fait pour ces plateformes de s'engager à donner des droits pour les travailleurs des plateformes ne vaut pas effectivement reconnaissance d'un lien de salariat dont je rappelle, et je vous le redis, même si vous ne voulez pas l'entendre, que la plupart des travailleurs de ces plateformes ne veulent pas. Donc moi j'émets un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Alors nous sommes saisis d'une série de demandes d'explication de vote en commençant par Monsieur Longuet. Oula. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, moi je défendrai l'article 20 et la position de Madame Borne que je trouve extrêmement judicieuse, mais je voudrais la compléter. Il y a le choix de ceux qui veulent rester libres pour des raisons personnelles, et puis il y a la préférence où on choisit le statut, où on choisit le travail. Lorsque le débat qui a créé l'auto-entrepreneur nous a traversé cet hémicycle, c'est exactement le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est qu'il y a des activités qui, par la souplesse, la diversité des situations, le caractère non récurrent, imprévisible, demandent une adaptation du travailleur au service du client. Interviennent les plateformes
qui, en effet, permettent à des clients, dans leur diversité, de pouvoir obtenir un service, c'est-à-dire la livraison en l'espèce à domicile, dans une égale diversité de conditions. De deux choses l'une, où nous sommes sur un statut où tout est prévu, et ce métier n'existera pas parce que c'est simplement impossible. Ou bien nous efforçons d'organiser un compromis entre la complexité de la prestation, qui demande beaucoup de liberté, et qui naturellement fonctionne d'un côté pour la plateforme avec la technologie du numérique pour mettre en relation une offre et une demande, et de l'autre la souplesse du travail de l'auto-entrepreneur ou du travailleur indépendant qui accepte, pour des raisons qui lui sont propres, des contraintes qui ne sont en général pas acceptées et imaginées pour des activités à statut, mais parce que ces activités à statut disposent, elles, d'horaires. Madame la ministre, vous savez très bien que la RATP, on commence à une certaine heure, on termine à une autre heure, les horaires sont prévisibles, tel n'est pas le cas de ces métiers nouveaux. Et je demande à mes collègues de la majorité sénatoriale de bien réfléchir à cette évidence, il faut choisir le travail plutôt que le statut. Merci Monsieur Longuet. La parole est à Monsieur Fabien Gay. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Sachez aussi que nous rencontrons des livreurs à vélo. Et il n'y a pas d'un côté celles et ceux qui auraient une position dogmatique et pragmatique. Avec même mon collègue Pascal Savoldelli, nous avons entamé un tour de France des livreurs à vélo. La semaine dernière, nous étions à Nantes avec elle et eux. Et vous avez raison, ils nous bousculent dans nos idées. Et ils nous disent que la première chose, c'est qu'ils sont séduits, par exemple, sur la question de l'indépendance, ce que vous dites. Mais ils nous disent très vite, on se rend compte qu'en vérité, on n'est pas vraiment indépendant, parce que pour faire un salaire correct, ce qu'ils nous disent, aux alentours de 1 800-2 000 euros, il faut faire 70 heures semaine, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 10 heures de run, ce qu'ils appellent. Vous voyez, et ils se rendent compte que quand même, être indépendant, pour faire 2 000 euros par mois, mais faire 70 heures semaine, c'est bien plus complexe qu'en vérité ce que leur ont vendu les plateformes numériques. Tout ça, en réalité, sans protection sociale, parce que dès qu'ils ont un accident, ils voient qu'ils sont tout seuls face à cela. Donc ils réclament de la protection sociale, et c'est pour ça qu'un certain nombre, bien plus que ce que vous dites, vont sur la question du salariat. La deuxième chose qui est très importante, c'est ce qu'a dit tout à l'heure M. Jacquin, c'est qu'on voit que ces plateformes détournent un certain nombre de choses, et notamment ce statut d'auto-entrepreneur, et on voit qu'il y a du travail déguisé, notamment chez les mineurs et les sans-papiers. Et c'est en vérité le nouvel esclavage moderne chez beaucoup, parce qu'on met à disposition son compte et après on prend 40 ou 50%. C'est-à-dire qu'il ne reste déjà pas grand-chose à la personne, aux mineurs ou aux travailleurs sans papier. Et la dernière chose, mes chers collègues, je vous invite à avoir une réflexion bien plus large sur cette question. Parce que dans notre Tour de France des vélos, nous rencontrons aussi des commerçants. Et ils nous disent qu'ils ont un véritable problème. Parce que, par exemple, lorsqu'ils sont obligés à un moment donné d'aller vers ces plateformes, parfois ça représente 40, 50, voire plus, parfois 60, 70% de leur chiffre d'affaires. Et ils se retrouvent en réalité dépossédés de leur propre restaurant. Parce que quand ils vont à une banque pour un prêt, on leur dit « mais en vérité votre chiffre d'affaires n'est pas 100, il est de 30, parce que les 70 appartiennent à Uber, Deliveroo et autres ». Et ça leur pose beaucoup de questions parce qu'ils ont une relation de forte dépendance par rapport à ces plateformes. Et dès que vous avez un problème, on peut vous déconnecter et donc perdre un certain nombre de chiffres d'affaires. Donc je pense que cette question, il faut que nous la prenions plus largement. Je finis parce que j'ai déjà dépassé mon temps. Mais vous revenez en vérité avec cet amendement dit Aurélien Taché parce que vous essayez de trouver une issue. Parce que vous savez qu'on va revenir, mais ma collègue Céline Brulin l'a dit, il y a eu les arrêts Take It Easy, et puis on sait que la justice va revenir pour requalifier des contrats de travail en contrats salariés, et donc, là, sous pression des plateformes, vous cherchez très vite une issue. Donc en réalité, je pense qu'il nous faut refuser ça, ce qui veut dire ensuite, et je finis Madame la Présidente, qu'il nous faut un véritable travail de fond sur cette plateforme numérique. Je vous remercie. Merci. Alors, la parole est à Monsieur Houlgate.
Madame la Présidente, Madame la Ministre, je rejoins l'intervention précédente et il faut se souvenir que notre histoire industrielle a toujours démontré que les innovations technologiques ou les innovations organisationnelles nécessitaient toujours une intervention de la puissance publique pour réguler les conséquences sur les travailleurs. À l'heure du numérique, on arrive, même si on est tout à fait d'accord sur le principe que tout le monde n'aspire pas au salariat, et je dirais tant mieux. Tant mieux. Mais on assiste néanmoins donc à cette ère du numérique un peu au retour de ce qu'on appelle le tâcheronnage ou le travail à façon. L'histoire du 19e siècle en est remplie de travail à façon. Et celle qui me paraît la plus caractéristique, c'est celle des canuts en 1830. Donc les Lyonnais s'en souviennent puisque c'est une histoire qui leur tient à cœur. Et ces canuts, qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient d'une certaine façon, mais oui, monsieur Carucci, ils étaient étranglés par des négociants. C'est pas uniquement le métier à tisser qui a constitué leur révolte, c'est qu'ils souhaitaient avoir un salaire garanti. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Contrairement à l'auto-entrepreneur, qui est souvent dans une négociation contractuelle entre clients et fournisseurs, eh bien là, ce sont des plateformes. Et les plateformes, elles agissent en ce qu'on appelle, pour employer un langage moderne, ce qu'on appelle des places de marché. Et ces places de marché, eh bien tout simplement, elles vont essayer d'optimiser au maximum leurs profits. Et à ce titre, ça va se faire au détriment de ceux qui interviennent. Donc il est urgent, à travers une branche, notamment, donc à engager des négociations pour apporter le maximum de garanties à ces personnes qui ne souhaitent pas, je suis tout à fait d'accord, automatiquement être dans le régime du salariat. Merci Monsieur Houllegatte. La parole est à Madame de Cidrac. Madame la Présidente, Madame la Ministre, on a bien entendu vos arguments, même si pour certains d'entre eux, on peut les comprendre. Toutefois, tel que vous avez rédigé l'article 20, vous parlez d'un dispositif facultatif. Facultatif, cela veut dire qu'on a la liberté ou pas de le mettre en œuvre. Or, aujourd'hui, les plateformes, de toute façon, ont des règlements intérieurs et ne pas voter cet article-là, supprimer l'article 20, n'empêchera pas les plateformes qui le souhaitent de mettre de toute façon en place une charte. Donc je ne pense pas que le sujet ce soit véritablement le statut des travailleurs qui voudraient avoir l'indépendance ou pas de travailler sur ces plateformes, mais véritablement le contenu même de cet article-là. Donc moi je plaide toujours la cause de la suppression de l'article 20. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Forissier. Merci Madame la Présidente. Je suis évidemment d'accord avec certaines parties des propos de Madame la Ministre et puis de notre collègue Longuet. Aujourd'hui, on a une évolution de la société qui nécessite une adaptation du Code du travail. Parce qu'il y a des choses qu'il faut permettre, mais il faut les codifier. Ce que je reproche à notre système législatif aujourd'hui, c'est qu'on fait, pour avoir rapporté quelques textes un peu importants, on passe des amendements isolément sans avoir une réflexion globale sur le sujet. C'est-à-dire que là, on est en train, je l'ai dit tout à l'heure dans ma précédente intervention, de mettre un rideau de fumée devant quelque chose qui est obscur, ou qu'on peut permettre d'un rapport de force qui est inégal, alors que moi, je me rappellerai toujours du président Larcher, quand il avait en charge le Code du travail, sa loi reste un exemple, il a dit avant de toucher le Code du travail, il faut négocier avec les partenaires sociaux et tous les intéressés. Donc aujourd'hui, moi ce que je propose, c'est qu'on retire cet article et qu'on se mette très sérieusement au travail pour trouver une codification qui puisse permettre une exploitation des procédés modernes nouveaux qui aujourd'hui, on s'arrête à l'électronique, l'informatique et le digital, mais la société ne va pas s'arrêter là, on va évoluer. Il faut un cadre général qui permette des rapports équilibrés. Et aujourd'hui, on crée un déséquilibre si on vote cet article, et c'est pour cela que je maintiens ma position sur la suppression. Et je vous le dis, c'est la position qu'on a toujours maintenue à la Commission des affaires sociales. Ce n'est pas une position personnelle, c'est la position de la Commission des affaires sociales que je défends. Merci Monsieur Forissier. La parole est à Monsieur Dantec. Oui, je crois qu'on est sur un débat extrêmement important
et je rejoins ce qui a été dit sur le fait que, historiquement, les travailleurs en chambre, mais ce n'est pas que la première moitié du 19e siècle, c'est aussi toute la fin du 19e siècle, c'était une réalité sociale et qui correspondait aussi à une société avec des écarts de revenus, de salaire très élevés. Et on peut avoir deux lectures de la situation. Celle que vous avez, Madame la Ministre, qui est juste, dire culturellement, il y a aujourd'hui des travailleurs qui ne veulent pas rentrer dans le salariat, c'est vrai. Mais on peut avoir une autre lecture sociale qui est aussi que le développement de ce type de travail correspond à une société où l'écart des revenus et des salaires réaugmente et où on a donc une part de la société qui est en situation d'acheter du temps sur des travailleurs précaires. Les deux lectures sont réelles et correspondent à la réalité de notre société. Et je crois qu'effectivement, votre article pourrait être un moment quasi historique pour commencer à définir les cadres collectifs de régulation sociale qui correspondent à ce moment particulier, puisqu'il y a à la fois une évolution culturelle et quelque chose qui, par certains côtés, est une régression sociale. Les deux existent. Simplement, vous ne pouvez pas défendre votre article avec un peut établir une charte. Si vous mettiez une obligation de contrat collectif et en reprenant la liste sur laquelle vous avez travaillé des points sur lesquels il faut avancer, on serait certainement dans la réalité du débat. D'ailleurs, on a peut-être, nous, fait une erreur, collectivement aussi, qui est d'aller vers la suppression que je vais voter avec mes camarades, plutôt que d'essayer d'amender l'article en allant sur ce contrat obligatoire et collectif. C'est autour de ça, je crois, qu'il faut travailler, et j'espère que dans le cadre des navettes qui suivront cette première lecture, nous pourrons aller sur cette question d'un réel contrat obligatoire et collectif qui régule une nouvelle situation sociale. Merci, Monsieur Dantec. La parole est à Monsieur Gabouty. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Je crois revenir 3 ans et demi, 4 ans en arrière, au moment de la loi travail avec Myriam El Khomri, où nous avions un paragraphe effectivement sur les VTC et où nous avions introduit à l'époque, en émettant beaucoup de réserves dans cet hémicycle, je dirais quelques petites avancées concernant ces collaborateurs salariés indépendants. Enfin, on avait eu beaucoup de mal à les définir, on en a tout autant aujourd'hui, et on avait introduit quelques droits en termes de formation et en termes d'assurance, mais c'était vraiment quelque chose tout à fait à la marge. Et on s'était dit à l'époque, et Myriam El Khomri nous l'avait été d'accord sur ce point-là, qu'effectivement, il convenait de réfléchir à la définition d'un nouveau statut entre le travailleur indépendant et le salariat, parce qu'il ne faut pas refuser les évolutions, il ne faut pas refuser la souplesse et l'adaptation à la société, mais qu'on ne pouvait pas le faire par petites touches qui n'ont pas vraiment de sens. Moi, je pense, si vous voulez, malgré les bonnes intentions que contient cet article, qu'il n'est pas adapté, contrairement à ce qu'a dit mon collègue, dans ce texte de loi. Nous sommes sur un texte de loi sur les mobilités, on n'est pas en droit du travail. Je pense qu'il faut le reprendre comme un élément de droit du travail, en regardant bien tout ce que ça peut recouvrir. Ça ne recouvre pas que le problème des livraisons, des transports. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Donc je pense que ce serait relativement dangereux et insatisfaisant de le traiter de manière sectorielle, sachant qu'on doit se poser des problèmes de base. Qu'est-ce qu'un travailleur indépendant ? Un travailleur indépendant qui travaille qu'avec un seul client, ce n'est pas la définition de l'indépendance, ça c'est la définition de la dépendance. Donc voilà, il y a toute une définition de la nature de la relation à effectuer. Et si jamais on allait dans cette direction sans précaution, dans bien d'autres secteurs, il y aurait des tentations de la part des employeurs, et j'ai encore les 2 pieds dans le monde du travail, d'essayer de travailler au maximum de cette manière. Ce n'est pas uniquement un problème de transport, en disant on va prendre un prestataire à la demande, sous forme effectivement de tâcheron, parce que nous, employeurs, on considère que les charges sont trop élevées sur le travail, ce que je considère aussi qui est juste et tout à fait exact. Donc il y aurait cette tentation d'aller dans cette direction alors qu'on n'aurait pas un cadrage général en droit du travail. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que cet article n'est pas adapté dans cette loi, mais mérite par contre une réflexion et je dirais un texte qui permette à ceux qui veulent travailler de manière indépendante de le faire. Et je crois que beaucoup sont plus en recherche d'activité
et que temporairement ils ont envie de cette liberté, mais que de manière durable, ce n'est pas nécessairement le cas, en tout cas dans beaucoup de secteurs d'activité. Merci, merci Monsieur Gabouty. La parole est à Monsieur Jacquin. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voulais saluer la position du rapporteur et l'explication qu'il a donnée sur l'état de la réflexion entre novembre et maintenant. Et à Madame la Ministre, le jeune Kevin Durand dont j'ai parlé tout à l'heure fait partie de ces jeunes qui ne veulent pas être salariés. Et à travailler sur la question, j'en ai rencontré un certain nombre. Simplement, quand je lui dis « Est-ce que tu considères que tu es un esclave de l'algorithme ?» Il m'a dit « Je ne l'étais pas, je le suis devenu et je ne veux pas l'être et je veux me battre contre cette logique moins-disante. » Je lui ai expliqué ce que pouvait être un nouveau statut que lui apporterait une coopérative d'activité et d'emploi. Je le répète, on peut être entrepreneur salarié à temps partiel en CDI et peser collectivement face à des plateformes, sinon on est atomisé, explosé, ubérisé et un jour déconnecté. Le problème de fond pour certaines plateformes, c'est que leur modèle économique est tel qu'il ne permet pas une juste rémunération du travail. Et je l'ai dit à mes propres enfants, parce que je parle avec eux de mes activités, mes réflexions, je leur dis, si vous commandez une pizza chez Deliveroo, vous votez pour un système dans lequel on ne peut pas rémunérer le temps de travail. Si vous montez dans un taxi Uber, vous cassez le modèle social et vous faites une distorsion de concurrence profonde par rapport aux travailleurs qui sont dûment enregistrés et régulés. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que cette course au moins-disant qui est en fait un véritable cheval de Troie dans notre modèle social. En arrivant ce matin à la gare de l'Est, il y avait des pubs immenses pour une plateforme qui s'appelle Captain, qui a relancé la guerre des prix dans le VTC et qui propose la course minimale à 6 €. À 6 €, vous êtes à 4 à sortir à 4 jeunes à sortir le soir. Vous ne prenez pas le métro. Le billet de métro est plus cher. Et la guerre des prix dans les VTC, vous avez remarqué, pour ceux qui vont à Roissy, qu'il y a un forfait à 50 €. Eh bien, pour certains VTC, on en est à 25 € la course. Et ce modèle, il n'a pas de fin. C'est toujours vers le moins-disant. Et on est dans un cheval de Troie de notre modèle social qui fabrique du travail pauvre et qui atteint la cohésion sociale. Il faut refuser cet article et le supprimer. Merci. Merci, Monsieur Jacquin. La parole est à Madame Catherine Fournier. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Alors, je suis d'accord avec certains propos qui ont été tenus jusqu'à maintenant. Il est vrai qu'il nous faut, Madame la Ministre, nous adapter à une réalité sociale et qui doit elle-même s'adapter à une réalité économique qui a fait apparaître, comme le disait tout à l'heure un de mes collègues, ces plateformes synonymes d'un nouveau système ou d'une nouvelle réalité sociétale. Alors, je lèverai 2 points. Bon, c'est vrai que les gestionnaires de ces plateformes, je fais l'amalgame de toutes les plateformes, ont utilisé quelque part un vide juridique que nous essayons ici de combler. Alors, maintenant, ils ont utilisé ce vide juridique et ils sont en fait un vide juridique qui est bien rentable finalement sur le dos des gens qui y répondent. Alors je voulais vous dire, il ne faut pas oublier une chose, et je suis d'accord avec mon collègue Forissier. En fait, c'est le droit du travail que l'on doit modifier. Nous sommes dans une logique, nous tous au Sénat, de simplification. Qu'est-ce qui se passe en réalité pour certains? Et je prendrai simplement les chauffeurs de taxi. En fait, il y a une réelle distorsion de concurrence. Je pense qu'à l'heure actuelle, il existe suffisamment de statuts de société, pourquoi pas, pour simplement faire en sorte de les modifier pour les adapter à notre réalité actuelle. Vous savez, un chauffeur de taxi qui souffre de cette concurrence, mais quelque part, pourquoi il en souffre? Parce qu'il n'arrive pas à faire les mêmes tarifs. Et pourquoi il ne fait pas les mêmes tarifs? Parce que lui a des charges sociales et fiscales
qui ne lui permettent pas de les faire, ces tarifs. Alors écoutez, excusez-moi, mais je pense qu'il faudrait réellement se pencher sur le problème, et comme sur certains textes, moi je suis d'avis de supprimer cet article 20, parce qu'on ne parle pas d'une révolution sociétale comme ça, au niveau d'un texte, englobé dans un article parmi d'autres articles. Je pense qu'il faut réellement s'y pencher, et n'oublions pas ceux qui ont une activité actuellement qui est tout à fait légale et encadrée, protégeons-les aussi, on est là pour ça. Je voterai donc pour la suppression de cet article. Merci. Merci Madame Fournier. La parole est à Monsieur Roger Carucci, qui va conclure tout cela avec brio. Je vais conclure. Bon, Madame la Présidente, Madame la Ministre, en fait, Madame la Ministre, vous payez votre trop bonne volonté. Parce que vous faites un article de loi en vous disant « je veux apporter des garanties, je veux apporter des protections ». Et puis vous arrivez devant l'hémicycle et on vous dit « non mais dites, dans le verre à moitié plein, à moitié vide, votre charte facultative, c'est le verre à moitié plein mais virtuel, puisque par définition, c'est pas certain. » Deuxième élément, et je comprends très bien la réaction globale, qu'est-ce que finalement cet article vient faire dans ce texte? Est-ce que c'est pas plutôt de la part du Sénat une lettre de mission à Madame Pénicaud? Madame Pénicaud, ayez une réflexion sur ces plateformes. Moi, j'ai toujours pensé que le progrès technologique, c'était très bien, mais c'était jamais une garantie de progrès social. Et ça, on a la preuve. Ceci étant, soyons francs entre nous, j'entends bien Monsieur Jacquin qui dit à ses enfants n'utilisez pas les plateformes, mais enfin, 90% des gens, même ici, les utilisent sur un service ou un autre. Donc il faut trouver comment le progrès technologique ne déstructure pas la vie sociale des gens. Moi, je suis d'accord avec vous, Madame la Ministre, vous avez parfaitement raison. Moi, j'en croise beaucoup qui me disent « mais je ne veux pas être salarié ». Je ne veux pas être salarié. Sauf que ne pas être salarié, il faudrait que dans ce pays, ça ne veuille pas dire être exploité. Ça ne veut pas dire ne plus avoir de droits sociaux. Ça ne veut pas dire ne plus avoir de protection. Et s'il y a un certain nombre de procédures en cours devant la justice, je ne crois pas, et moi je suis plutôt pas pour qu'on encadre chaque fois, mais je ne crois pas que ce soit au Sénat de donner le sentiment de vouloir créer un semblant, puisque c'est facultatif, qui protégerait les plateformes par rapport à l'ensemble de leurs employés. Et je pense autant on peut être un libéral, autant on peut dire vous ne voulez pas être salarié, très bien, autant Madame Pénicaud, par pitié, penchez-vous sur ça, trouvez un statut adapté pour que les gens ne soient pas des salariés, soient des indépendants, mais conservent une protection sociale digne du XXIe siècle. Nous ne sommes plus du temps des canuts, nous ne sommes plus du temps où il fallait encore et encore demander des droits sociaux. Protégeons ceux qui existent, défendons quand même une unité de la société sur un certain nombre de droits sociaux. Madame Pénicaud trouve un statut, libérez Madame Borne. Merci, Monsieur Carucci. Alors, Madame la Ministre, souhaitez-vous intervenir? Vous ne souhaitez pas intervenir? Alors, si vous le voulez bien, nous allons donc mettre aux voix les trois amendements identiques de suppression, c'est-à-dire les 161, 232 rectifiés, 574 rectifiés bis, qui ont reçu un avis favorable de la Commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ces trois amendements sont donc adoptés. Et donc l'article 20 est supprimé. Voilà pour les débats qui se sont tenus hier dans l'hémicycle du Sénat autour du projet de loi d'orientation des mobilités. Un projet de loi immense que certains qualifient de fourre-tout, qui est examiné en première lecture et pendant 2 semaines ici au Sénat. Vous l'avez vu hier, les sénateurs ont notamment débattu des nouvelles mobilités et de leur déploiement dans les villes. Ils ont parlé de ces trottinettes électriques, de ces vélos en libre service et en free floating. Pour eux, il faut pouvoir encadrer leur déploiement. Notez également qu'il a été question de la responsabilité sociale des plateformes de livraison. Et en la matière, vous l'avez vu, les sénateurs ont supprimé l'article autour de cette responsabilité sociale qui pourtant n'était guère contraignant. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.